Bonjour, aujourd'hui dans Au Plat, nous allons pousser les portes du musée de la faïencerie de Sarreguemines. Faïence, grès, porcelaine, découvrons ici toute la richesse d'une production qui a marqué la vie de la ville jusqu'à sa fermeture définitive en 2007. Et pour nous guider dans cette visite, la directrice des musées de Sarreguemines, Julie Kiffer, nous accompagne. Mais avant d'en découvrir plus, rendons-nous dans un lieu tout près. Chers parents, aujourd'hui je me suis arrêtée à Sarreguemines pour découvrir une adresse installée depuis 30 ans, le Petit Thierry. Le restaurant porte le nom de son créateur, Thierry Bréninger. Le Sarregueminois a multiplié les expériences professionnelles avant de revenir dans la cité faïencière. L'établissement a ouvert ses portes en 1996. Je suis rentré à Sarreguemines, j'avais 26 ans. Juste avant de venir ici, j'habitais à Copenhague. J'ai travaillé dans un restaurant étoilé. Et ça s'est fait comme ça, par un concours de circonstances. Voilà, j'ai toujours dit, je reviens à Sarreguemines avant mes 30 ans ou jamais. Donc voilà, c'est un peu l'histoire. Il a ajouté sa touche personnelle dans le décor et la carte. Une petite carte qui évolue au fil des saisons et qui se renouvelle tous les 10 jours. Thierry Bréninger a à cœur de travailler des produits frais du marché. Il peut accueillir jusqu'à 70 couverts. Ce qui me plaît le plus, c'est le contact, le contact avec la clientèle. Et je dirais, on a tout de suite un échange, on sent tout de suite si les gens ils aiment notre cuisine et l'établissement. Et travailler avec mes collègues, on a une bonne équipe, on travaille en harmonie. Il est accompagné par une équipe composée d'une douzaine de personnes. Bonjour Julie Kiffer. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tu es donc la directrice des musées de Sarreguemines qui regroupe les musées de la faïence où nous sommes ici et le Moulin de la Blise, enfin le musée du Moulin de la Blise. Et on a déjà fait une autre émission avec Aurore Feuvry, ta collègue. Toi tu diriges le lieu depuis 2017. Comment est-ce qu'on devient directrice de musée ? Alors déjà, en général, la voie royale, c'est quand même des études d'histoire. Donc dans mon cas, j'ai un master de recherche en histoire, donc à l'université de Lorraine, sur le site de Metz. Et après, on se spécialise un petit peu dans une branche. Donc c'est le concours de la fonction publique qui permet d'accéder ensuite à la spécialité musée, archives, bibliothèque. Moi, dans mon cas, je l'ai choisi en spécialité musée. Parce que le musée, c'est très divers, on peut y faire de la recherche scientifique, on a le contact avec le public, on a plein de domaines qui nous permettent de nous épanouir au quotidien. D'accord. Alors moi, j'ai fait mes petites recherches. Je sais que tu es du secteur puisque tu es originaire de Houndelin, si je ne me trompe pas. Ça. On est un petit peu de la même génération. Moi, je comprends le plat, mais je ne le parle pas forcément. Est-ce que c'est ton cas aussi ? Tout à fait. Je vais comprendre assez facilement. J'ai quelques expressions encore pour le parler, mais ça reste assez limité pour le parler. Bon, justement, je te propose d'aller découvrir tout de suite une expression en plate. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix ? Der doet immer so in de Bart murmle. Qu'est-ce que ça veut dire en Je français ? sais pas, je connais pas. Oh là là, der doet immer so in der Bart murmle. Murmle. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire en français ? aucune idée. Der doet immer so in de Bart murmle. Et qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ah, ça, je sais pas du tout. Je suis pas française déjà. Alors, si ça c'est der doet immer so, ça dure toujours in de Bart murmle. Bart, je sais pas, murmle non plus. Der ut immer so in der Bart Normel. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire en français ? Il parle de numéro, je pense. D'un numéro. Der doet immer so in de Bart murmle. C'est pas tellement je murmle pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ronchonner, marmonner, ronchonner. Der tut immer so in de Bart murmle. Der tut immer so in de Bart murmle. Il grogne toujours dans sa barbe. Eh ben ouais, super, bravo !
Voilà. Ouais, c'est un peu mon cas. Le musée est installé dans les anciens appartements de Paul de Gaguerre, directeur des faïenceries de Sarreguemines entre 1871 et 1913. Ici, nous nous trouvons dans le fameux jardin d'hiver, une pièce magnifique. Alors, quelle était sa vocation à l'époque ? Alors le jardin d'hiver, en fait, il fait la transition entre la partie privée des appartements, qui abrite aujourd'hui le musée, et la partie administrative de la faïencerie, qui est la mairie actuellement. Et cette pièce, en fait, va être ajoutée après la construction des bâtiments et va servir de showroom. Aujourd'hui, on appellerait ça clairement un showroom. Paul de Gaguerre, il reçoit ici ses invités et dès qu'ils arrivent dans cette pièce, ils ont un aperçu très fiable de la grandeur et du savoir-faire des ouvriers sarregueminois. Puisque autour de nous, on a plein de réalisations, notamment ces panneaux en céramique qui montrent vraiment le haut niveau de savoir-faire des ouvriers. Et est-ce qu'il faut se l'imaginer à l'époque rempli de plantes sauvages et exotiques ? Alors, un jardin d'hiver, à la base, ça sert à ça. Nous, les 2 photos qu'on a du jardin d'hiver, donc à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, on va voir un petit mobilier en rotin et quelques plantes, mais pas une végétation luxuriante. Après, on a un manque d'archives, on n'a que ces 2 photos, mais ça nous permet quand même de voir que la pièce est dans son état quasi d'origine. Ok. Comment réagissent les visiteurs en découvrant cette pièce ? Alors en général, ils sont très surpris, parce qu'en fait, c'est une pièce qu'on ne devine absolument pas vue de l'extérieur. Il y a bien les verrières, mais elle est dans une ruelle peu passante. Donc quand ils se pénètrent dans cette pièce, ils sont tout de suite frappés par la hauteur, par le côté très majestueux de cette pièce et par les couleurs, les éclats qui brillent. C'est vrai que c'est vraiment magnifique. Moi, à chaque fois que j'y viens, je la trouve de plus en plus belle. On sait que tous les directeurs successifs tenaient au bien-être de leurs ouvriers. Paul de Gaguerre a fait construire le casino où l'on trouvait une bibliothèque, des salles de jeux et de gymnastique. Aujourd'hui, dans le secteur, on continue de vibrer avec nos associations locales. Découvrons-en une tout de suite, regardez. Des petites mains qui savent faire avec du tissu. Nous sommes dans une salle où se réunissent 24 passionnés de couture, toutes adhérentes à l'association Patchwork Passion de Velferdin. Fondée en 1998 par un petit groupe de personnes, elle était d'abord sous l'égide de l'association des citoyens de Velferdin, qui lui a donné un soutien logistique et financier pour les ateliers. Patchwork Passion Velferdin est devenue autonome en 1999. Aujourd'hui, la technique du patchwork est toujours enseignée. Ça vient des Amish. C'est eux qui, avec d'anciens habits ou usés, prenaient des bouts de tissu et en faisaient des couettes, des oreillers, des manteaux. Petit à petit, avec les années, on a amélioré, ramené plus de couleurs, puisque eux, ils n'avaient que des couleurs foncées. Au fil des années, plusieurs autres techniques sont venues enrichir les savoir-faire de l'association, comme la broderie Ardanger, la broderie point de croix ou encore la dentelle au fuseau. Martine, elle, a fait partie de l'aventure dès le départ. Celle qui connaît une technique ou qui fait quelque chose, elle peut l'apprendre aux autres. Et comme ça, on met en commun tout ce qu'on sait faire, oui, nos savoir-faire. Et ça, finalement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on travaille ensemble. Les couturières produisent toutes sortes de créations. Elles sont en pleine préparation pour le marché de Noël du quartier. Il y a constamment ce plaisir de créer. Avec plein de petits bouts de tissu, à la fin, vous avez quand même quelque chose de grandiose, de joli, qu'on aime, quoi. Voilà, j'aime ça. J'aime coudre, j'aime toucher le tissu. L'association met en place de nombreux événements dans l'année et effectue des actions caritatives et des expositions. Elle participe aussi aux animations TIC et Sport Culture de la ville de Sarreguemines en été. Leurs ateliers pour les jeunes sont complets à chaque fois. C'est une superbe activité. Il faut aimer déjà le contact avec les gens parce qu'on est une bonne équipe. Mais il faut aimer travailler de ses mains et on arrive à avoir de très beaux objets. La cotisation annuelle est de 20 €. L'association dispose de tout le matériel nécessaire, mais chacun est libre de ramener ses affaires. La porte est toujours ouverte pour accueillir de nouveaux membres. Nous sommes montés tout en haut du musée. Là, on peut apercevoir une partie de la collection permanente. Explique-moi un peu ce qu'on peut retrouver ici.
Alors on est dans les salles qui sont consacrées à l'hygiène, c'est une grosse partie de la production de la manufacture, pas forcément la plus connue, mais elle compte quand même. Et donc on a voulu représenter un petit peu deux tendances. Le cabinet de toilette, ancêtre de la salle de bain, en montrant un cabinet de toilette pour hommes, un cabinet de toilette pour femmes, afin de voir les différences. D'accord, donc déjà à l'époque, le bleu pour les hommes et le rose pour les femmes. Voilà, déjà à l'époque. Et derrière, donc, on a la salle de bain, donc l'évolution du cabinet de toilette avec une salle de bain début 19e et une salle de bain année 1970, toujours avec cette idée de montrer que la production évolue et suit en fait les tendances de son époque. Les modes, oui. Et je crois qu'ils sont très colorés en plus, hein, c'est ça? C'est très années 70. Oui. On a voulu expliquer aussi un petit peu la production vraiment décorative. Là, on a quelques exemples de commandes pour des très grands hôtels. L'hôtel Majestic, qui est le Peninsula aujourd'hui, c'est un des palaces parisiens, qui a des salles de bain donc, qui datent du début du 19e siècle. Et dans nos archives, on a les projets de décor, donc la commande qui a été passée par la manufacture avec le tampon, voilà, la projection pour que le client en fait, se rende compte du résultat final. Et on a représenté voilà, tous les petits objets, les nécessaires qu'utilisaient les commerciaux pour promouvoir la production. Donc c'est la même chose que des vraies salles de bain, mais en échelle, miniature. Voilà, en miniature. Ouais, on dirait que c'est fait pour des maisons de poupées, mais... Oui, bah c'est pour éviter d'emmener trop de matériel avec eux, ils avaient la même chose, mais en version réduite. Oh, c'est mignon. Et tous les accessoires. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bon nombre d'accessoires qui sont aujourd'hui plus du tout utilisés, et notamment avec les enfants ou en visite avec les adultes. Ça permet de rappeler un petit peu certains principes d'hygiène qui ont disparu avec le temps. Alors là, on est dans une partie très intéressante aussi, c'est tout ce qui est l'hygiène des bébés. Oh. Avec des pratiques qui n'existent plus, parce que par exemple, pour laver les bébés, on a des lavabos bébés, mais c'est pas le principe de la baignoire comme on connaît aujourd'hui. Oui. L'enfant reste sur les genoux et on va utiliser les deux compartiments pour l'eau propre, l'eau sale. Mais l'enfant ne trempe pas dedans. Et après, il peut utiliser ça pour jouer à la poupée. Ok. On a toute une partie qui est aussi consacrée à l'utilisation professionnelle, donc dans les hôpitaux, chez les dentistes, dans les pharmacies. Ça montre une fois de plus que la manufacture n'oubliait personne et que la production peut vraiment toucher toutes les catégories. Nos fontaines, diverses et variées, des fontaines d'intérieur, d'extérieur, essentiellement décoratives, où là par exemple, au niveau de la tortue, on a le réservoir d'eau qui est situé dans la partie supérieure de la carapace, le petit espace pour le savon, et pour empêcher l'eau de couler, elle a un petit bouchon liège. Ah oui, bah, ils avaient pensé à tout. Ils pensaient à tout. Et là, ça date de 1880 en plus. Oui, on est à la fin du 19e là, ouais. Et ce qui est important aussi, c'est toujours d'avoir une partie pour les enfants. Donc, dans tout le musée, on va avoir des espaces qui vont permettre aux enfants de se familiariser avec la thématique à travers des jeux. Là, on a construit sur mesure une maison de poupées pour leur montrer les différents usages. Donc, on va avoir le commerce au rez-de-chaussée, l'appartement bourgeois au premier étage et la chambre de bonne sous les combles, pour vraiment essayer de voir quelle typologie de bâtiment va avoir sa propre typologie de faïence. On ne va pas retrouver la même chose dans les trois espaces. Ok. Alors là, c'est un peu bouleversé, mais les enfants peuvent essayer d'aménager. Tout déplacer. Oui, c'est le principe, c'est vraiment de réaménager comme ils le souhaitent. Et ça, c'est de la faïence de Sarreguemines? Non. Non. Malheureusement, on n'a pas retrouvé de pièces de ce type-là. On a des dinettes et des services pour enfants, mais pas des jouets comme ça. On va redescendre d'un étage et tu vas nous montrer autre chose. Alors quand on pense aux faïenceries de Sarreguemines, c'est surtout aux arts de la table qu'on pense en premier. On a tous des grands-mères avec les services au Bernet par exemple. Ici, c'est d'autres collections que tu présentes? Oui, alors effectivement, les arts de la table, ça reste la production principale de la manufacture. Nous, on a voulu aussi montrer un petit peu tout ce qu'elle avait produit d'autres. Et certains exemples qui sont assez emblématiques qu'on voit ici, par exemple, avec les ménages d'enfants et les dinettes. Donc avec une légère différence de taille, mais on va retrouver les mêmes formes et parfois même les mêmes décors que dans la version pour adultes. Donc on va retrouver la version adulte, la version pour l'enfant et la version pour la poupée de l'enfant. Oh, c'est mignon. Alors ça, c'était surtout les familles les plus aisées, hein, je suppose. Tout à fait. Qu'il y avait... Et c'est assez rare parce qu'en général, les enfants jouent avec. Donc ça n'arrive pas jusqu'à nous, effectivement. Si tu devais choisir une seule pièce, ta pièce coup de cœur, ce serait laquelle? Alors, parmi les très nombreuses pièces qu'on a dans les collections, je dirais la veilleuse théière, cette veilleuse théière en griffin mat, et d'une manière générale, tous les griffins mat. Donc ça, c'est une pièce que l'on date vers 1825-1830,
et qui est assez remarquable parce qu'elle est dans un état de conservation vraiment excellent. Elle n'a aucun manque et c'est vraiment ce type de pièce qui illustre bien le savoir-faire et la rapidité avec laquelle la faïencerie de Sarreguemines a acquis ce savoir-faire exceptionnel. On est vraiment dans une production de luxe, d'exception et un usage, donc toujours le côté pratique, garder son thé au chaud. D'accord, donc c'est pour ça veilleuse, il n'y a pas de notion de lumière en fait. Alors oui et non, on va mettre une petite bougie. Ah, ok. Donc il y a le côté veiller à garder au chaud et la petite bougie qui va contribuer à alimenter la chaleur. Ok. Alors chez Mosaïque, on a choisi de vous présenter une série d'assiettes. Par contre, celle dédiée aux poilus, ces soldats des tranchées de la Première Guerre mondiale. Pourquoi vous appelle-t-on donc poilu ? Demande une Alsacienne et une Lorraine. Ah, si vos joues rosées daignaient se promener sur mon visage, vous en auriez de suite la signification. Ceci est la légende d'un des décors de cette série qui rappelle l'arrivée des poilus dans les 2 provinces redevenues françaises en 1918. Si la plupart des décors sont assez humoristiques, d'autres rappellent de vieux souvenirs, comme ce poilu se recueillant sur le monument aux morts de 1870, élevé pour les chasseurs tombés à Fröschwiller. Nous voici dans la partie historique. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Alors en introduction du parcours permanent, on a voulu replacer un petit peu l'histoire de la faïencerie dans celle de la ville de Sarreguemines pour rappeler qu'à l'âge d'or de la faïencerie, c'était 3000 ouvriers sur le site de Sarreguemines pour 15 000 habitants en ville. Et l'idée, c'est de montrer comment chaque grand directeur, à son époque, avec ses moyens et ses contraintes, a contribué à bâtir la renommée de la faïencerie. Donc on va vraiment mettre en valeur chaque période, 3 grandes périodes, 3 grands directeurs et toutes les innovations qu'ils ont mis en place. Alors une autre production assez méconnue de la faïencerie de Sarreguemines et pourtant d'envergure, c'est la production de céramique d'architecture. Donc dans cette salle au rez-de-chaussée, on a autour de nous 2 magnifiques exemples que sont le boulevard qui se situe ici et la rue juste en face. Alors ces 2 panneaux, ils vont à la fois illustrer le savoir-faire, une fois de plus, de la faïencerie en matière de céramique d'architecture, mais ils ont aussi une histoire un peu particulière parce qu'ils se trouvaient tous les 2 au siège social de la manufacture, dans la salle dite des échantillons. Donc c'est la salle où la direction de la manufacture recevait ses clients potentiels. Tout le monde pouvait les admirer et ils ont été séparés au milieu des années 80 par des ventes, des grandes ventes publiques à Drouot notamment. Le boulevard a pu être acheté par la ville de Sarreguemines et la rue est partie dans un musée privé suisse qui a aujourd'hui fermé ses portes au public. Et c'est dans ce musée privé, après des mois de travail, de recherche intensive, qu'on l'a retrouvé et on a discuté en fait avec le propriétaire qui a accepté de nous le mettre en dépôt pendant quelques années pour reformer en fait le duo. Et la particularité de cette production, c'est qu'elle va avoir le tampon spécifique à la production d'architecture de la manufacture de Sarreguemines. Donc soit le Sarreguemines Paris écrit en toutes lettres, soit le logo SDVP, Sarreguemines, Digoin, Vitry, Paris, avec l'adresse du siège social 28 rue de Paradis, à Paris, c'est à quelques pas de la gare de l'Est. Et on va retrouver aujourd'hui énormément de ces productions aux 4 coins du monde. L'Olympia, il y a une salle entière à l'Olympia qui est décorée de céramique de Sarreguemines. À Paris, il y a énormément aussi de cafés, de brasseries qui ont encore des décors sur leur mur. On va en retrouver dans bon nombre de lieux publics, des gares. On va en retrouver à but publicitaire aussi. Nous rentrons maintenant dans la pièce consacrée aux expos temporaires. Qu'est-ce qu'on y retrouve aujourd'hui ? Alors en ce moment et jusqu'à la fin de l'année, on a une exposition au service de la table qui va présenter en fait les différents usages et les accessoires qui existaient dans les services de table de Sarreguemines. Il faut savoir qu'un service de table peut aller jusqu'à plus de 200 pièces quand il est complet. Et donc beaucoup de pièces aujourd'hui sont complètement oubliées, on ne les utilise plus, on ne met plus de porte-menu, on ne met plus de jatte à sucre, tout ça c'est des choses qui n'existent plus. Donc nous on a voulu un petit peu réexpliquer et montrer la diversité de la production de la faïencerie. Alors tu l'as dit, tous les ans ça change. Comment est-ce que vous choisissez vos thèmes, vos futurs thèmes ? Alors il y a différentes approches. Parfois c'est quand on constate un manque dans nos collections. On va mener un travail en amont. Donc ça ce sont les grosses expositions qui nous demandent entre 2 et 4 ans de travail.
C'est quand vraiment il n'y a rien sur le sujet, où il faut qu'on reprenne et la recherche de pièces et la recherche historique, archivistique et tout ça. Ça a été le cas par exemple sur l'expo années 70 qu'on a présenté il y a quelques années, où là on avait un gros trou dans les collections. Après, ça peut être une opportunité aussi. On fait une belle acquisition et on décide de présenter quelque chose, une thématique autour de cette acquisition. Ça peut être également une opportunité liée à un don. Voilà, si on fait un don assez conséquent, on va le mettre en valeur, on va le documenter. Donc ça, voilà, ça dépend vraiment des occasions. Vous avez récemment acquis un panneau ornemental en céramique représentant Cléopâtre. Pourquoi cette acquisition ? Alors Cléopâtre, c'est avant tout une opportunité, une galerie d'art qui nous a contactés à la base pour obtenir des éléments documentaires. Donc ça nous arrive très fréquemment, c'est une de nos missions, de mieux documenter la production sarregueminoise, même si ce n'est pas des productions qui nous appartiennent. Donc on a volontiers répondu à leur sollicitation, et puis quelques mois plus tard, ils sont revenus vers nous en disant bah voilà, finalement ce panneau-là est à vendre, est-ce que ça vous intéresse ? Donc on a discuté avec nos élus notamment, et on a eu le feu vert des élus de la ville de Sarreguemines pour acquérir ce panneau, avec tout un plan spécifique autour qui Vous avez fait un appel aux dons, c'est ça ? Voilà, mécénat, subventions de différentes collectivités et fonds propres de la ville. Et donc, on a pu l'acquérir au début de l'année 2025, après validation d'une commission spécifique, puisque comme nous sommes musée de France, nos acquisitions doivent avoir été validées au préalable par une commission interrégionale d'acquisition, avec donc des experts qui se réunissent et qui statuent sur les pièces. Alors avant de pouvoir l'exposer, elle a dû passer dans les mains de restaurateurs, c'est ça ? Ça a été fait où ? Ici à Sarreguemines ou alors Oui, tout à fait, ici dans nos bureaux même, en partie dans les ateliers du Moulin et le reste dans nos bureaux. Elle était en excellent état, en très bon état vraiment, mais il a fallu tout de même démonter les carreaux, en restaurer certains qui avaient eu des petits accidents, mais le principal problème était la structure sur laquelle elle était montée, qui était faite de plâtre et de métal, et donc ça ne garantit pas la pérennité des carreaux, parce que ça bouge, et donc les carreaux, au moment, ils se soulèvent, ils se fissurent. Donc là, on a monté sur une structure qui va vraiment garantir sa survie dans le temps et sa transmission aux générations futures, et donc les restaurateurs ont travaillé dans nos ateliers. Alors, je t'emmène dans les coulisses du musée, donc à la rencontre de notre équipe de restaurateurs qui est en train d'intervenir actuellement sur un panneau. Alors, c'est pas Cléopâtre est terminée comme on l'a vu, mais par contre, ce sont eux qui ont traité, qui ont restauré le panneau Cléopâtre, et là, ils travaillent sur une allégorie de la Bourgogne. D'accord. Donc, avant ça, il y avait Cléopâtre qui était sur cette table, alors ? Tout à fait, oui, elle est restée là pendant quelques semaines, avant d'être installée dans les salles. D'accord. Alors, explique-moi un petit peu ce qu'ils font ici, les différentes étapes de restauration. Alors les étapes, elles vont varier en fonction des projets. Un projet n'est jamais comme l'autre. Autant Cléopâtre, comme je l'ai dit, était en relatif bon état, autant là, le panneau de la Bourgogne, il y a quand même beaucoup plus de travail dessus. Il y avait bon nombre de carreaux qui étaient très abîmés. Donc là, le principe, c'est de démonter le panneau, de les traiter les uns après les autres, et ensuite de le remonter sur une structure de ce type. Là, on voit l'arrière de la structure qui garantit en fait sa pérennité et sa conservation. Ça représente combien de semaines de travail, de mois de travail, à peu près ? Bonne question. En tant qu'unité, pour nous, je pense qu'on a 2 semaines de travail à 3 personnes. À 3 personnes, ok. Juste sur la restauration, le nettoyage, la restauration et le montage sur le panneau, plus la documentation de toutes les interventions. Ok. Merci beaucoup de vous avoir fait visiter les coulisses. Ce que j'aime par-dessus tout dans Hopla, c'est découvrir l'envers du décor. Alors juste avant, tu m'as présenté l'atelier de restauration. Ici, on se trouve dans l'espace de stockage. Combien de pièces on retrouve ici ? Alors c'est une de nos réserves, on en a plusieurs. On a à peu près 15 000 pièces, toutes réserves confondues, tout type de pièces confondues au musée de Sarreguemines. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver par exemple là ? Et pourquoi est-ce que vous ne les exposez pas ? Alors, on va les exposer, on va faire tourner régulièrement nos collections parce qu'on n'a pas la place pour tout mettre. Et on va dire la conduite à suivre en matière d'exposition, c'est de choisir la pièce qui va raconter quelque chose. Avec la réhabilitation des friches de la faïencerie, vous avez aussi récupéré beaucoup de moules. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous allez tous les conserver ? Parce qu'il y en avait pas mal quand même.
Alors pour l'instant, ils sont en cours d'inventaire. La première phase, c'est d'inventorier, de bien relever tous les numéros de forme pour trouver à quelle œuvre correspondent ces moules. Et dans un second temps, on refera un tri. Une partie des moules ira en scénographie, donc pour être montrée au public. Une partie des moules ira en collection. On gardera en collection les moules qu'on peut mettre en regard avec les œuvres qui se trouvent déjà dans nos réserves. Et sur le site internet, j'ai pu voir aussi qu'il y a toutes les pièces qui sont répertoriées. Donc c'est pas uniquement les pièces qu'on retrouve dans le musée, c'est aussi les pièces qu'on retrouve ici derrière dans votre stock. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on travaille par base de données, ce qui permet d'actualiser en temps réel. Ces bases, en fait, se veulent collaboratives. Quand nous n'avons pas une pièce, un numéro de forme ou un décor, quelqu'un peut nous envoyer une photo et on va compléter notre documentation. Tout le monde peut participer. Et à terme, donc, ces bases sont sans cesse enrichies. Il existe effectivement une base sur les assiettes, avec les décors des assiettes, une base sur les formes qu'on a bâties en lien avec l'association Sarreguemines Passion. Et on est en train de travailler dans l'équipe scientifique sur d'autres sujets de recherche qui donneront lieu à d'autres bases dans le futur. Tout ça vraiment pour vulgariser les connaissances autour de la faïencerie de Sarreguemines et les rendre gratuitement accessibles à tous depuis notre site internet. Nous, on veut vraiment que chacun puisse ouvrir son placard et identifier la pièce qui lui vient de la grand-mère, qu'il voit depuis son enfance sur un coin d'une étagère, et tout le monde doit pouvoir avoir accès à ces connaissances. C'est une de nos missions en tant que Musée de France. Et comment savoir si la pièce qu'on possède a de la valeur? Est-ce qu'il y a une petite astuce? Alors, la valeur, c'est subjectif. Oui. On peut parler de valeur sentimentale, on peut parler de valeur historique, on peut parler de valeur financière. Oui. Nous, en tant que musée, on va vous donner tous les renseignements documentaires. On est déontologiquement pas habilité à donner des valeurs financières. Pour ça, on peut donner des adresses d'experts qui, eux, sont chargés d'identifier la pièce et de vous donner une estimation financière. Nous, on va vraiment juste donner le numéro de forme, le numéro de décor, le contexte d'apparition de cette typologie de pièce à la manufacture, des renseignements sur le courant artistique, enfin voilà, plein de choses, mais uniquement documentaires. Merci beaucoup Julie Kieffer de nous avoir guidés à travers les collections de ton musée. Quels sont les horaires d'ouverture justement de ce musée? Alors, le musée de la faïence, c'est du mardi au dimanche, de 10h à midi et de 14h à 18h. Okay. Et le moulin de la Blise, c'est non-stop, 10h-18h, mardi au dimanche. Alors, il me semble que quand on prend un billet pour un des deux sites, on a accès aux deux sites, c'est ça? Oui, l'autre est accessible gratuitement, effectivement. D'accord, donc ça, c'est vraiment bon à savoir. Je vais te laisser maintenant le mot de la fin. Qu'aimerais-tu qu'on retienne de cette visite? Et bien, tout simplement, l'envie de venir nous voir à Sarreguemines et plus spécifiquement au sein des musées. Ok, bon bah alors on reviendra. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et hop là!